nous, les membres du peuple, de nous réunir, toutes les mouvances, d'arriver à communiquer. C'était la volonté justement de la manifestation à Bnei Brak, où les grands de la génération nous ont dit, sortez, communiquez, parlez, montrez-leur qu'on les comprend, montrez-leur qu'on est avec eux, montrez-leur qu'ils ont le droit d'avoir leurs propres avis et de pouvoir les exprimer. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec le Rav Chaim Yishai. Rav Yishai, bonjour, Boker Tov. Boker. Merci d'être avec nous ce matin. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes le président du tribunal rabbinique Bet Rachamim à Bnei Brak. Et bien entendu, c'est à ce titre que nous vous avons sollicité, pas en tant que président du tribunal rabbinique, mais en tant qu'habitant de Bnei Brak, pour réagir à ce qui s'est passé jeudi. Une manifestation qui avait été annoncée par les anti-réformes, les protestataires qui sont opposés à la réforme judiciaire. À Bnei Brak, on ne savait pas trop bien la motivation, pourquoi finalement elle était dirigée vers la population de Bnei Brak, mais en fait, de facto, ça s'est déroulé dans une atmosphère beaucoup moins tendue qu'on ne pouvait l'imaginer, avec des gestes, on va dire, de part et d'autre, des gestes d'accueil très sympathiques et émouvants même de la part de la population de Bnei Brak, et puis des manifestants qui ont joué le jeu d'une certaine manière et qui eux aussi ont exprimé une certaine forme d'émotion, même de sympathie. Comment vous expliquez cela ? Premièrement, parce que malgré tous les débats politiques qui peuvent exister à l'heure actuelle, on reste un seul et même peuple. C'est la devise de la population orthodoxe, c'est la devise tout simplement de tous les habitants de Bnei Brak. Et c'est dans cet esprit-là qu'on a accueilli les manifestants, en les accueillant, en leur distribuant des boissons, de quoi manger, se rassasier, on leur a mis de la musique. Shalom Aleichem, on a pris les micros pour leur dire Shalom Aleichem Malacha Asharet, soyez les bienvenus, les anges du service divin, car chaque juif aux yeux de Dieu est appelé un ange. C'est un chant qu'on a pour coutume de chanter le vendredi soir, mais c'est aussi un chant pour rappeler que chaque personne dans ce monde peut arriver à un niveau angélique, tout simplement, en prenant sur soi de bonnes actions. C'est tout simplement un chant de paix à l'égard de personnes qui, a raison ou à tort, là n'est pas la question du débat politique, ça ne m'intéresse pas, à vrai dire, pour vous dire la vérité, à tort ou à raison, sont venus manifester à Bnei Brak avec les motivations qu'elles ont pu avoir, certains contre la réforme juridique actuelle, d'autres contre le fait qu'à travers cette réforme, les orthodoxes pourraient continuer à ne pas servir au sein des rangs de l'armée en Israël, et chacun avait ses motivations. Mais en tout cas, on voit que malgré tout, et à travers le temps, on voit que persiste malheureusement une méconnaissance totale de la population orthodoxe par la grande partie de la population israélienne en Israël, du fait que, tout simplement, lorsqu'ils sont venus, ils ont été étonnés de voir qu'ils puissent être accueillis à bras ouverts et pouvoir exprimer, tout simplement, dans le cadre d'une démocratie, mais aussi dans le cadre de l'esprit du judaïsme, leurs différends tout à fait librement. C'est vrai que jusqu'à présent, on n'avait pas vraiment beaucoup entendu le monde orthodoxe, et c'est d'une certaine manière le message qu'il veut faire passer dans le contexte de cette tension qui existe au sein de la société israélienne, de ces clivages. C'est un message de rapprochement. Alors, premièrement, oui, c'est un message de rapprochement entre les cœurs, de rapprochement entre les différentes mouvances et les différents souches et couches de la société israélienne. C'est en cela que travaille le monde orthodoxe depuis des années, en vous rappelant quelques points, des petits points qui sont assez intéressants à connaître. C'est tout simplement le fait que quand on prend une association comme Ezer Mitzion, ou comme l'association Ezra Lamarpé du Rav Führer, ou encore Baitram, ou Chasdei Naomi, et j'en passe, je peux vous citer des dizaines d'associations ou encore Yad Sarah, qui sont des associations orthodoxes, qui ont leur siège à Bnei Brak, et qui pourtant servent la totalité de la population orthodoxe à travers tout Israël. La population orthodoxe, depuis toujours, à travers tout simplement ses actions caritatives et associatives, a toujours été en rapport avec la majeure partie de la population israélienne, et c'est toujours tenu au service de la majeure partie de la population israélienne.
Et donc, quelque part, d'une certaine manière, parce que le monde orthodoxe, on le voit justement, on le voit parfois dans la société israélienne comme présent, effectivement, comme vous le dites, à travers de multiples associations d'entraide sociale ou d'entraide médicale, mais parfois absent de certains carrefours majeurs de la société, comme l'armée, ou même, par exemple, dans sa perception de l'État d'Israël, tel qu'on le conçoit dans le monde laïque, tel qu'on le conçoit même dans le monde sioniste religieux. Premièrement, c'est comme ça qu'on veut dépeindre le monde orthodoxe. Je ne suis pas là pour faire des leçons d'histoire à qui que ce soit. Il faut savoir aujourd'hui qu'il y a une association qui s'appelle Netzach Yehuda, qui a été fondée en 1961. C'est étonnant. Cette association a pour but de permettre l'intégration des orthodoxes dans l'armée. Cette association, en 1961, lorsqu'elle a été fondée, elle a été fondée sous la présidence et sous l'autorité de l'Admour de Vizhnitz précédent, qui est décédé en 1972. Malheureusement, en 1972, après le décès de l'Admour de Vizhnitz, certains rabbins se sont opposés à ce mouvement qui voulait tout simplement permettre aux jeunes orthodoxes qui ne pouvaient pas s'intégrer au monde des yeshivot et des kollélim, au monde, et de leur permettre tout simplement de s'intégrer à l'armée et au milieu professionnel et dans le monde professionnel en Israël. On a vu cette association, entre guillemets, être freinée à partir de 1972 et reprendre une véritable activité à partir de 1999 sous l'égide et la présidence du Rav Steinman, Zecher Tzadik et Kadosh Libracha. Et depuis 1999, on n'a pas cessé de voir le nombre de jeunes orthodoxes agrandir tout simplement les rangs de l'armée de Tsahal. Pour vous dire tout simplement, j'ai un de mes fils, mon fils aîné, qui sert actuellement dans Tsahal. On est très fiers de lui. Baruch Hashem, il est chez nous, à la maison. On l'a pas jeté de la maison parce qu'il sert dans les rangs de Tsahal. À l'heure actuelle, Baruch Hashem, il est non seulement officier dans sa base, Baruch Hashem, mais il continue à se distinguer au sein des rangs de Tsahal, où là-bas, ils sont très contents de lui. Et il fait partie d'une base, peut-être vous en avez parlé, que vous la connaissez, à la frontière jordanienne, juste à côté de Shrem. Tout simplement, c'est la base Béar Peles. Et aujourd'hui, cette base, qui a des milliers de soldats au sein de cette base, voit 90% de cette base être constituée par de jeunes orthodoxes, issus du monde orthodoxe, qui servent dans les rangs de Tsahal. Donc, et c'est pas la seule base qui est constituée de nombreux orthodoxes aujourd'hui. Et malgré ça, on continue à entendre que les orthodoxes ne font pas leur service militaire. Il y a un carré de soldats contenant des centaines de tombes de soldats qui ont été enterrés à Bnei Brak, qui sont tombés durant la guerre des 6 jours, durant la guerre de Kippour, durant toutes les guerres d'Israël. Et pourtant, on continue à nous dire que les orthodoxes ne travaillent pas et ne servent pas au sein des rangs de Tsahal. Alors, est-ce que finalement, je posais ma question parce que le débat actuel qui qui transcende la société israélienne, c'est un débat autour de ce que doit être l'État d'Israël. Quelle est la position du monde orthodoxe, si vous pouvez me dire, peut-être en tout cas au moins des courants majeurs du monde orthodoxe par rapport à l'État d'Israël? Parce que là aussi, il y a une tradition, il y a une sorte de sentiment général dans la population généraliste en Israël, selon lequel bien les orthodoxes ne reconnaissent pas l'État d'Israël et ils ne le reconnaissent pas parce que l'État d'Israël a été fondé sur un socle qui n'était pas religieux, qui n'est pas conforme avec la halakha. Et est-ce que vous pouvez aujourd'hui, par exemple, rassurer certains des milliers de manifestants qui manifestent dans les rues de Tel Aviv en disant si la réforme est votée, eh bien on nous obligera à porter des perruques, à porter la kippa, à manger kasher, etc. Excusez-moi de réagir de la sorte. Premièrement, il faut savoir que la majeure partie des grands de la génération dans le monde orthodoxe s'opposent formellement à imposer dans le cadre de loi l'application de la loi juive. D'accord ? Tout simplement. Par contre, ce qu'on aimerait, c'est que les religieux dans ce pays puissent librement pouvoir pratiquer leur judaïsme et ne pas se voir obligés à participer à certains événements ou à certaines réunions
où le cadre de la halakha ne serait pas respecté pour ces mêmes religieux. Vous comprenez? Mais d'un autre côté, on ne veut pas imposer le respect du Shabbat à tous les habitants de Tel Aviv. On ne veut pas imposer le fait de ne pas manger de chametz à tous ceux qui ne désirent pas manger kasher les Pessah durant Pessah, qui désirent manger du chametz durant Pessah. On désire pas tout cela. Loin de là. Bien au contraire. Le mouvement orthodoxe, dans sa majeure partie, d'accord, intégrante à ce jour, c'est un mouvement qui reconnaît l'État d'Israël. C'est un mouvement qui se veut participer à l'État d'Israël. C'est un mouvement qui a été aujourd'hui mis à l'écart de la société israélienne. C'est un mouvement qui, pendant des décennies, ne s'est pas vu ouvert des formations professionnelles avec le respect, tout simplement, de la pratique religieuse pour les personnes issues du mouvement orthodoxe. Et ça ne fait que 15-20 ans qu'on voit que des choses se sont mises en place avec l'université de Hounon ou encore le Machon Meir et le Machon Lev qui aujourd'hui ouvrent leurs portes grandement à la population orthodoxe et leur permettent de s'intégrer au sein de ces institutions pour avoir des diplômes universitaires. Encore mieux que ça, cette année, grâce au Machon Lev, tout simplement, les Batei Yaakov en Israël ont pu pour la première fois passer le diplôme d'expert comptable et on a vu les jeunes filles des Batei Yaakov orthodoxes se distinguer. Elles ont obtenu les meilleurs résultats au contrôle d'État pour devenir expert comptable. 96% de réussite. On rappellera que l'université hébraïque, je crois qu'elle est aux alentours des 33% de réussite. L'université hébraïque de Jérusalem, l'université de Tel Aviv, 38%. Donc on voit que quand l'État fait un pas vers le monde orthodoxe pour leur permettre d'accéder à certains diplômes dans un cadre qui respecte le mode de vie des orthodoxes, on est étonné de voir le résultat provenant de ce même monde-là. Alors, de la même façon, on voit aujourd'hui des hommes passer des diplômes universitaires et autres de la même manière dans le cadre, tout simplement, de nouveaux programmes qui ont été mis en place avec la bénédiction des rabbinim. Alors, on a bien entendu votre position et c'est important de l'exprimer. Je vous le disais en antenne et notre précédent intervenant, Jonathan Alexandre, qui est manifestant, on va dire, depuis les dernières semaines, depuis le début de la protestation et qui va chaque samedi soir protester contre la réforme judiciaire et rester dans notre studio pour justement écouter votre profession de foi, si on peut dire comme cela. Jonathan, je vais lui donner la parole, peut-être je ne sais pas si on peut entamer un dialogue en quelques minutes, c'est peut-être un peu présomptueux, mais au moins essayer d'écouter son avis par rapport vous qui fréquentez, Jonathan, des gens qui sont laïcs autour de vous et qui craignent apparemment de manière assez obsessionnelle une coercition de la part des orthodoxes dans l'État d'Israël d'aujourd'hui. Ce que vous dit le Rav Yishai, ça vous rassure d'une certaine manière? C'est-à-dire, tout d'abord, kol hakavod, donc c'est donc avoir un fils à l'armée, ce que vous avez dit de l'armée, je ne vous connais pas, mais j'aimerais bien vous rencontrer. Donc c'est vraiment très intéressant. J'ai des amis qui sont venus à Bnei Brak et qui ont été effectivement très émus en fait de l'accueil qu'ils ont reçu de la part de la communauté locale. Et j'avais mentionné que c'était une lueur d'espoir en fait de voir ce genre de contact. Et comme d'habitude, finalement, on se déchire sur les réseaux sociaux, mais quand on se voit de face à face, les choses sont un peu différentes. Ce qui me fait le plus peur dans ces réformes, en tant que religieux, ce n'est pas l'application de la loi religieuse. Donc si par exemple on a des autobus pour Shabbat un jour, je ne les prendrai pas, d'accord ? Donc ça, ce qui nous fait le plus peur dans ces réformes, c'est plutôt l'aspect juridique de la question, c'est-à-dire le fait que lorsque la Cour suprême n'aura plus voix au chapitre, il n'y aura plus aucune limite à un seul pouvoir en Israël, et ce souci-là n'est pas tellement lié finalement en opposition religieuse. C'est pour ça que dans les manifestants, il y a des gens religieux et des gens non religieux en fait. Alors effectivement, il y a également le fait que certains d'entre nous ont peur de l'application de la loi religieuse, par exemple, sur le fait qu'il n'y aura plus de travaux dans les transports publics à Shabbat. On a parlé même d'interdire Internet à Shabbat. C'est une loi qui, pour le moment, se discute à la Knesset. Donc, il y a quand même des propositions de loi qui nous font penser qu'il y a une intention d'appliquer la loi religieuse dans le public. Mais des interviews comme celui que nous avons en ce moment nous donnent beaucoup d'espoir. Voilà. Rav Yishai.
Alors, premièrement, étant en relation avec différents députés des partis orthodoxes, que ce soit dans les partis ashkénazes ou le parti séfarade, je ne suis pas au courant d'un projet de loi voulant interdire l'utilisation d'Internet durant Shabbat. Okay. D'accord ? Et je pense que la majeure partie des députés religieux ne sont pas au courant non plus de ce projet de loi. Ça, c'est premièrement. Donc, il faut faire très attention à ce qui est dit. Il n'y a aucune volonté de la part des religieux de vouloir interdire les non-religieux à pouvoir vivre librement leur Shabbat. Ça, il n'y a aucune volonté dans ce sens. Bien au contraire. Maintenant, d'un autre côté, et je tiens à le préciser, quand on parle aujourd'hui de réformes juridiques, moi, je ne suis pas là pour entrer dans le détail de ces réformes-là. Je les ai étudiées, je les ai vues en détail. Je tiens à préciser que j'ai étudié le droit en France dans une petite université qui s'appelle l'Université La Sorbonne. Mon épouse est avocate et notaire en Israël depuis un grand nombre d'années aujourd'hui. Je ne fais pas mon âge, Baruch Hashem. Et je peux vous assurer que dans les projets de loi qu'on a vus concernant cette réforme, il y a d'une part, et je dois le dire, une certaine maladresse de la part du gouvernement actuel, mais de l'autre part, une volonté tout simplement de pouvoir dire aujourd'hui aux juges de Bagatz qui se sont immiscés quand les gouvernements ont décidé de détruire des maisons de terroristes et que le Bagatz a dit non, on détruit pas ces maisons-là, d'enlever la nationalité à des terroristes, la nationalité israélienne à des terroristes en Israël, et Bagatz a dit non, on n'enlève pas la nationalité, ou d'autres choses. Maintenant, il faut faire très attention à ce que ces projets de loi et ces réformes ne servent pas un agenda politique privé d'une personne ou de différentes personnes en particulier. Et en cela, le gouvernement actuel, j'estime, a échoué dans sa communication. La majeure partie des gens ont l'impression que les réformes voulues, et avec beaucoup de maladresse de la part du gouvernement actuel, tout simplement, que les réformes voulues, entre guillemets, sont là pour venir protéger M. Aryeh Deri et M. Bibi Netanyahou, tout simplement. Et là, en cela, il y a une maladresse de la part du gouvernement actuel. Il y a un autre problème, c'est que cela fait 12 semaines que l'opposition n'est pas véritablement sérieuse et intéressée à s'asseoir à la table des négociations et qu'aucune réunion concrète n'a été faite jusqu'à ce jour. On a dû attendre de voir, malheureusement encore, un Motsei Shabbat, où durant un mois, sur le même tronçon de route, on a eu le droit à 3 attentats. Parce que tout simplement, jusqu'à maintenant, l'administration actuelle et le ministère de la Défense n'avaient pas placé de soldats sur ce tronçon-là pour pouvoir garantir la liberté des commerces sur le Gvish de Khawara et le libre commerce des habitants de ce tronçon de route. Maintenant, on a différents problèmes qui sont en train de se poser qui sont en train de s'entremêler. La majeure partie des citoyens israéliens, aujourd'hui, qu'ils soient de gauche ou de droite, sont tous à un niveau ou à un autre, déçus du gouvernement actuel et déçus de l'opposition. Ça, il faut bien le comprendre. Dans le milieu orthodoxe, lorsque la question a été posée cette semaine aux grands de la génération par les députés orthodoxes, est-ce qu'on doit continuer la réforme juridique ou est-ce qu'on doit l'arrêter? La réponse des grands de la génération a été on reste de côté. On voit comment les grands partis sont capables, et au sein de l'Alliance et au sein de l'opposition, de s'arranger entre eux. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, il y a d'autres intérêts qui sont servis. Le 7 mars 2023, il y a un sénateur au Sénat américain qui a demandé une commission d'enquête contre le président actuel et son administration, car il a prouvé qu'il y a un financement de la part du Parti démocrate à l'heure actuelle aux États-Unis pour faire tomber le gouvernement actuel israélien et qui finance en partie certaines associations qui motivent certaines personnes, et c'est pas tout le monde, à sortir manifester. Il faut faire bien attention que nous ne tombe pas, nous, le peuple d'Israël, dans un piège, tout simplement, d'intérêts politiques étrangers en train de s'immiscer dans, tout simplement, le gouvernement actuel. De la même façon, il y a commission d'enquête pour les agissements d'Aryeh Deri, et c'est une bonne chose. De la même façon qu'il y a une commission d'enquête
pour les agissements de Bibi Netanyahou, c'est une bonne chose. Il devrait y avoir une commission d'enquête, ne serait-ce que pour Naftali Bennett, qui s'est permis avec l'argent des contribuables de faire renforcer sa résidence à Ra'anana. Et à l'heure actuelle, la décision de Bagatz et de tous les tribunaux a été de dire cette construction ayant été illégale et construite de façon illégale, on n'a pas pour l'instant les lois qui nous permettent de rétablir les constructions telles qu'elles étaient dans un quartier de Ra'anana. Aucune commission d'enquête ouverte contre Naftali Bennett qui a ordonné, lorsqu'il était Premier ministre, tout simplement une construction illégale au sein de Ra'anana. Donc, tout simplement, et nous les citoyens, on est tous en train de se faire avoir, et par la droite, et par la gauche. Ces situations-là, à l'heure actuelle, et je vous parle du fond du cœur, sont extrêmement dangereuses. Je rappellerai qu'en 2013, Monsieur Yair Lapid et Naftali Bennett ont estimé vouloir former un gouvernement qu'ils ont appelé le Memshelek Achim, le gouvernement des frères. Ce même gouvernement a eu pour seul agenda et programme politique que des mensonges sur le mode orthodoxe, que les orthodoxes n'allaient pas à l'armée. Je viens de vous dire, aujourd'hui, de plus en plus de foyers orthodoxes comptent leurs fils ou ne serait-ce qu'un seul de leurs enfants ou plusieurs de leurs enfants au sein de Tsahal. Mon fils, excusez-moi, laissez-moi terminer, c'est important, d'accord? Mon fils, lorsqu'il a été intégré à l'armée et qui s'est présenté à Tel HaShomer, l'officier responsable de l'intégration de tous les soldats aujourd'hui à Tel HaShomer était un de ses camarades de classe de Bnei Brak, au Talmud Torah et à la Yeshiva, un garçon orthodoxe, est aujourd'hui l'officier responsable à Tel HaShomer de l'intégration de tous les jeunes soldats. C'est une chose qu'il est important de préciser. Aujourd'hui, au sein de Tsahal, on a des officiers orthodoxes. Il faut arrêter ces mensonges. Il faut arrêter de dire que les orthodoxes ne veulent pas envoyer leurs enfants à l'armée. Il faut arrêter de dire que les orthodoxes ne vont pas à l'armée lorsqu'ils y vont de façon massive aujourd'hui, bien avant 2013, bien avant que Yair Lapid et Naftali Bennett ne se réveillent et ont mené une politique depuis 10 ans aujourd'hui de haine gratuite et de mensonges à l'égard de l'ensemble de la population orthodoxe. Alors, Ravishai, on a bien entendu. Alors, on a bien entendu votre message. Je voudrais terminer parce qu'on a déjà bien largement dépassé l'heure d'actualité que nous avons l'habitude de diffuser. Je voudrais peut-être sur les deux, Ravishai et Jonathan Alexandre, répondre à une question. Vous le savez probablement, puisque vous connaissez bien l'histoire de l'État d'Israël, le docteur Yosef Bourg, qui était le leader mythique du mouvement sioniste religieux, disait que ce qui était le plus important dans le mouvement sioniste religieux, c'était le trait d'union entre sionistes et religieux. Et la question que je vous pose aujourd'hui, est-ce que finalement le monde orthodoxe n'a pas aujourd'hui une opportunité d'être le trait d'union entre les laïcs, les manifestants qui descendent dans la rue depuis plusieurs semaines, et on va dire ceux qui sont aujourd'hui dans l'actuelle coalition gouvernementale, mais qui ont l'impression d'être un peu dans le maquis, on va dire, parce que on ne les entend pas, on n'entend pas leur voix. Est-ce que finalement c'est pas une opportunité à saisir pour le monde orthodoxe? Alors, je vais vous mettre un peu dans la confidence. Premièrement, le monde orthodoxe se doit d'être le trait d'union pour l'ensemble des Bnei Israël. Depuis des années, le monde orthodoxe a été montré du doigt, parfois à tort, parfois à raison, parce que ce n'est pas un monde parfait, mais parce que justement, c'est un monde religieux et pratiquant qui doit représenter une certaine morale. Aujourd'hui, ce monde-là se doit d'être le trait d'union. Aujourd'hui, il y a des horaotes clairs qui ont été donnés aux députés orthodoxes qui sont à la Knesset de trouver un moyen d'amener les partis à un terrain d'entente, d'amener tout simplement les partis à une entente entre eux. Il faut savoir que quand on parle du ministre de la Justice actuel, Yariv Levin, son premier discours à la Knesset, lorsqu'il a été nommé, il y a de ça de plus de 20 ans, en tant que Chaver Knesset pour la première fois, a été de demander la réforme du système juridique. Donc c'est un homme qui a pensé et réfléchi depuis 20 ans la réforme du système juridique. La façon dont la communication est faite autour de cette réforme aujourd'hui est malheureusement défectueuse, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui sortent aujourd'hui manifester, des gens qui ne sont pas de gauche,
des gens Alors, qui sont inquiets pour l'avenir on l'a de bien l'État compris. d'Israël. Je vais donner la parole. Je vais donner la parole aussi parce que nous en sommes obligés, Ravishai, de terminer. Je voudrais aussi donner. Est-ce que vous pensez que c'est possible que le monde orthodoxe soit le trait d'union entre, on va dire, la gauche, l'opposition actuelle et la coalition gouvernementale, même s'ils sont à l'intérieur du gouvernement? En tant que religieux participant en manifestant, je l'espère en tout cas. Ça, c'est clair que ce serait une bonne nouvelle. Je crois que la condition pour que ça se passe bien, c'est d'élever le débat. Parce que dès qu'on rentre dans les petits détails du genre, est-ce qu'il y a eu une commission d'enquête pour Naftali Bennett et compagnie, ça, c'est clair que ça va pas dans la bonne direction. Mais si on parvient à élever le débat et à discuter de cette réforme... Mais sur le plan légal, ça devrait être la direction que devrait prendre un gouvernement démocratique, un pays démocratique où chaque citoyen se doit d'être soumis aux mêmes lois. Mais totalement, mais bien sûr, c'est tout à fait égalité. L'égalité de tous devant la loi est l'un de nos objectifs principaux. Donc de ce côté-là, déjà, nous sommes entièrement d'accord. Donc c'est clair que s'il y avait demain un dialogue possible, et je vous rappelle que l'opposition était prête à discuter sur les bases du plan du président, contrairement à la coalition, donc on peut discuter. Par contre, ce que je mentionnais aussi, c'est qu'il y a une partie des manifestants qui, eux, veulent juste l'arrêt de ces réformes actuellement. Donc le débat s'est enflammé quand même, et on ne va pas éteindre ces flammes aussi facilement qu'on le pense, même si demain, je pense, Gantz et Lapid viennent discuter avec Yariv Levin et Rothman, je ne pense pas du tout que les manifestations vont s'arrêter aussi facilement. Ce n'est pas quelque chose que nous contrôlons aussi facilement que ce qu'on pense. Oui, mais alors, ça peut représenter un danger, on va dire, pour l'État d'Israël en tant que tel. Et ceux qui sont préoccupés de l'avenir de l'État d'Israël devraient eux-mêmes, c'est-à-dire chacun de son côté, comme le font les orthodoxes, comme les fois les sionistes religieux, et bien essayer de faire aussi un petit peu leur introspection pour pas mettre le feu à cet État qui a été créé, qu'ils ont eux-mêmes créé aussi. N'arrêtons pas de dire que nous sommes très inquiets. Nous sommes très inquiets pour l'avenir d'Israël. C'est un moment historique de l'État d'Israël. Une dernière phrase. Si je peux me permettre. Une dernière phrase, Ravishai. Il faut savoir aujourd'hui qu'il y a une véritable inquiétude au sein de l'ensemble de la population israélienne, quelle que soit sa mouvance politique, de voir tout simplement cette incapacité entre nos dirigeants politiques à arriver à s'asseoir et communiquer de façon mature et responsable. On l'a vu avec le gouvernement précédent, on le voit avec le gouvernement actuel, et c'est ce manque de communication entre nos dirigeants qui risque de mener le pays à une guerre civile sans aucun précédent. Comment est-il possible aujourd'hui, lorsqu'il y a eu le guirouge de Gush Katif? Alors on va pas revenir à la Ravishai, on va pas revenir sur le gurouge de Gush Katif. On en a parlé avec Jonathan Alexandre. J'ai bien compris, mais à cette époque-là, personne. On le sait, on l'a déjà mentionné. En tout cas, ont eu l'idée de ne pas aller à l'armée. On va essayer de terminer non pas sur un risque de guerre civile, mais sur un espoir que ce dialogue puisse se renforcer un peu partout dans la société israélienne. C'est à nous, les membres du peuple, de nous réunir, toutes les mouvances, d'arriver à communiquer. C'était la volonté justement de la manifestation Abnei Brak, où les grands de la génération nous ont dit sortez, communiquez, parlez, montrez-leur qu'on les comprend, montrez-leur qu'on est avec eux, montrez-leur qu'ils ont le droit d'avoir leurs propres avis et de pouvoir les exprimer. Voilà. C'est une frustration pour ces personnes-là de sentir qu'ils n'ont pas d'écoute de la part de leurs dirigeants, que ce soit les dirigeants de l'opposition ou les dirigeants du gouvernement actuel. Eh bien, Ravishai, merci beaucoup. On a bien compris votre message. On est heureux de voir qu'il y a eu au moins une étincelle de dialogue entre vous et Jonathan Alexandre ce matin sur Radio Kalita. Merci beaucoup, Rav Chaim Ishai, président d'un tribunal rabbinique à Bnei Brak. Merci d'avoir participé ce matin à notre émission et d'avoir exprimé votre avis, l'avis, on va dire, du monde orthodoxe dans son intégralité.